Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire GRISBY au sujet du jour. Où faut-il investir aux États-Unis, en Europe? Notre environnement est bourré d'incertitudes, plein de rebondissements. On va le voir plus précisément avec nos intervenants. Effectivement, depuis l'arrivée de Trump, depuis son élection là, en novembre dernier, l'actualité est bien remplie, avec justement des périodes très 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 contrastées quand on regarde les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, avec des États-Unis avec un vent très très favorable au cours des dernières semaines et de 2024 et des premières semaines de cette année. Et puis depuis maintenant quelques temps, les vents ont bien tourné. Et on va rentrer évidemment plus en détail sur le contexte et sur les convictions portées par nos intervenants. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter en quelques mots. Laurent, si tu veux bien commencer. Bonjour Maxime, donc je suis Laurent Chauderge, je travaille chez BDL Capital Management, je suis membre du comité d'investissement et porte-parole de la gestion. Et juste pour que nos auditeurs sachent, BDL Capital Management, c'est une société de gestion indépendante qui fête ses 20 ans cette année et qui est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises européennes cotées. Merci Laurent. Louis-Charles, si tu veux te présenter. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Oui, Louis-Charles Nero, JP Morgan Asset Management. On est un partenaire historique de GRISBY que je remercie de nous donner à qui je remercie de nous donner la parole aujourd'hui. JP Morgan Asset Management, donc c'est la filiale de gestion d'actifs de la banque JP Morgan Chase. On aime bien se présenter comme ayant un double ADN très américain évidemment, puisqu'on est filiale de la première banque américaine en termes de taille de capitalisation, mais également beaucoup plus présent partout dans le monde, donc dans une trentaine de pays. Et donc, on aime bien se présenter comme gérant d'actifs global. C'est vrai qu'on gère un peu plus de 3 300 milliards de dollars. Le plus intéressant, c'est surtout que ça me permet de mobiliser à peu près 1300 gérants, analystes et stratégistes dans une trentaine de pays. Et c'est vraiment notre valeur ajoutée, notre expertise qui est effectivement en partie américaine, mais c'est loin d'être uniquement le cas. Et donc, on a des équipes qui permettent de rencontrer les chefs d'entreprise ou les directeurs financiers des entreprises qu'on sélectionne au sein de nos différents fonds. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir nous apporter un éclairage précieux justement sur ce qu'il faut faire par rapport à ces deux zones géographiques avec des environnements bien contrastés. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Louis-Charles, si tu le veux bien, faire un petit retour arrière pour repréciser le contexte et notamment depuis l'arrivée de Trump au pouvoir fin 2024 et en ce tout début d'année 2025, on évoquait des vents très 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 favorables aux US. Ça peut sembler loin, c'était il n'y a pas si longtemps, mais repréciser un peu le contexte d'il y a quelques mois, s'il te plaît, Louis-Charles. Mais effectivement, si on remonte à quelques mois en arrière, bon, les marchés ont été très porteurs en 2024, et donc tant mieux pour nos différents portefeuilles, et ça, toutes zones confondues, à l'exception notable malheureusement de la France. Mais c'est vrai que notamment les États-Unis, qu'on disait en tout début d'année 2024 en fort ralentissement, ont finalement fait une fois encore montré la preuve de leur résilience. On parlait d'exceptionnalisme américain, effectivement, c'est ce qu'on a eu. Et en Europe et peut-être même encore plus en France, on regardait avec envie cette économie assez florissante qu'on disait en ralentissement, et finalement le ralentissement était très léger. On a eu un plein emploi, un chômage à moins de 4%, une forte croissance du PIB qui était tirée par la consommation. Je crois qu'effectivement on peut projeter des éléments sur ce sujet-là, sur effectivement la consommation américaine à gauche, que, comme vous pouvez le voir, qui est effectivement responsable de 70% du PIB aux États-Unis. Donc, on a tendance à dire quand les ménages américains vont bien et donc consomment, l'économie américaine se porte bien. Et justement, en 2024, les ménages américains ont beaucoup consommé, en particulier d'ailleurs les ménages les plus aisés, c'est intéressant de le souligner. Finalement, c'est les 10% des ménages les plus riches qui étaient responsables de 50% de la consommation en 2024. Donc, les plus riches ont fortement contribué à cette croissance par leur consommation. Même les indicateurs des entreprises, les indicateurs de directeurs d'achat qu'on aime bien regarder, nous qui sont des indicateurs avancés, montraient vraiment une bonne visibilité. Et en fin d'année, c'est vrai qu'on en vient, l'effet de l'élection de Donald Trump, qui a été élu assez largement, a prolongé ce cycle.
On le connaissait, on l'a eu de 2016 à 2020, très pro-business. On savait qu'il allait déréglementer, et ça c'est vraiment bénéfique pour certains secteurs tels que les bancaires, la pharma, baisser les impôts sur les sociétés et réduire également le déficit très important de l'État fédéral, et là avec le travail de son camarade Elon Musk. Et donc c'est vrai que les investisseurs et nous, en premier lieu chez JP Morgan Asset Management, on avait peut-être tendance à voir peut-être un peu le verre à moitié plein, même si en creux il y avait quand même des craintes sur certains éléments, en particulier les valorisations, parce que c'était pas la première année où l'économie américaine était florissante et surtout les marchés américains se portaient bien. On peut le voir ici à gauche, vous voyez les valorisations historiques dans les différentes zones. Vous voyez en gris les fourchettes depuis 1990. La ligne verte étant la moyenne depuis 1990, et vous voyez qu'aux États-Unis, le petit losange bleu étant actuel, on est au-delà, et on était encore plus au-delà de cette moyenne depuis 1990, avec des valorisations autour de 22, là où en Europe on était plutôt globalement en ligne avec les valorisations historiques. Donc c'est vrai qu'on disait que les États-Unis étaient en très bon français, excusez-moi, mais pricé ou valorisé pour l'excellence, mais les entreprises américaines délivraient cette excellence, donc justifiaient cette cherté des marchés. Donc il y avait effectivement quelques incertitudes sur le regain de l'inflation, avec le programme de Donald Trump de retour de nombreux migrants chez eux, mais finalement l'inflation, le gros du chemin contre l'inflation a été fait par la Fed, et on pouvait s'imaginer effectivement que maintenant on allait passer à autre chose et que la Fed allait pouvoir baisser tranquillement ses taux, 2 fois ses taux en 2025, comme on l'anticipait, et que l'inflation n'allait pas fortement rebondir. Alors qu'à contrario, si on revient toujours un petit peu sur ce qu'on pensait il y a quelques mois, l'Europe avait une croissance prévue pour 2025 assez faible, autour de 0,8, là où on s'attendait à 2,3 aux États-Unis. Une économie allemande et même française plutôt en mauvaise posture, et une très grande partie de l'Europe, et ça c'est toujours le cas, endettée, donc avec peu de possibilités d'engager des plans de relance. Une compétitivité des entreprises toujours relativement faible, des coûts de l'énergie assez importants. Et finalement, on va le voir, mais c'est effectivement le scénario un petit peu inverse qui se produit, avec des vents favorables plutôt pour l'Europe. Et donc la machine s'est un peu enrayée. Les prévisions ont été un peu touchées par la réalité des premières semaines ou tout premiers mois de mandat de Donald Trump aux États-Unis. Merci Louis-Charles. Effectivement, on a vu à travers notamment les performances des indices aux US, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500, des performances 2024 assez exceptionnelles, et un écart très important avec les indices français ou européens. Si on regarde un peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on a l'impression que ça s'est inversé. Mais qu'en est-il réellement? Effectivement, tu parles d'enrayement, Louis-Charles. Est-ce que Laurent, tu peux nous éclairer sur ce qui se passe depuis quelques semaines en Europe et de manière plus globale? Oui, merci Maxime. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe, en termes de performance boursière, fait beaucoup mieux que les États-Unis depuis le début de l'année, que c'est pas du tout ce qui était attendu. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est une question de point de départ. Louis-Charles en a dit un mot, mais en fin d'année dernière, il y avait un pessimisme extrême sur l'Europe, beaucoup d'euphorie en revanche sur les États-Unis. Et donc ce point de départ fait que il suffisait de pas grand-chose pour que l'Europe se reprenne un peu positivement. Et ensuite, il y a eu des choses qui se sont passées. On a mis ce slide-là, qui était un slide qu'on avait présenté en début d'année, c'est pour ça qu'on a mis un rappel, qui était un petit peu les événements qu'on aurait pu anticiper, qui, s'ils se produisaient, seraient positifs pour l'Europe et donc pour les marchés européens. Donc, vous voyez, côté géopolitique, il y avait beaucoup de choses potentiellement. Le premier élément, c'était ces élections allemandes et à l'époque, c'était possible relance budgétaire. Je vais y revenir. C'est le gros élément, je pense, depuis le début de l'année qui a tout changé, qui a surpris par son ampleur et par son timing un peu tout le monde. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui sont pas encore complètement avérés positifs, mais qui sont allés dans le bon sens. On s'approche d'une décision finale sur les tarifs de la part de Trump, a priori le 2 avril. Donc, on a un peu plus de visibilité qu'en début d'année, même si c'est pas encore terminé, mais ça a aidé. Et puis, pareil pour le conflit ukrainien. On est loin d'avoir abouti, mais en même temps, on a fait beaucoup de chemin par rapport au 1er janvier. Et on sait qu'une résolution du conflit ukrainien serait très positif pour l'économie européenne dans son ensemble. Et puis, la France, qui avait pesé aussi beaucoup, c'est pas vraiment amélioré, mais
arrêté de se détériorer. Donc ça aussi, c'est un petit peu aidé. Et à droite, côté plus économique, il y a des choses qui sont toujours positives et qui sont restées. Les taux courts vont continuer à baisser. La Banque centrale européenne l'a dit. On attend encore 2 baisses de taux probablement. Le niveau d'épargne reste élevé. Les salaires réels, c'est important, restent positifs. C'est-à-dire que les salaires montent plus vite que l'inflation. Donc le pouvoir d'achat continue à s'améliorer en Europe et c'est vrai, c'est la 3e année consécutive maintenant. Et puis le dernier point qui reste une interrogation, c'est la Chine. La Chine, c'est important pour l'Europe, c'est même beaucoup plus important que les tarifs de Trump, puisque la Chine, c'est 9% du chiffre d'affaires des entreprises européennes. Et sur le 4e trimestre, il y a eu des signes de stabilisation de la Chine, de fin de la détérioration. Et donc, si c'est avéré dans les mois qui viennent, là aussi, c'est positif pour l'Europe. Alors, peut-être juste un slide après pour revenir sur ce que j'ai dit sur le plan allemand, qui est vraiment le game changer. Il faut en prendre la vraie dimension. C'est un plan qui est colossal et qui semblait jusqu'à récemment inaccessible parce que vous savez que le problème de l'Allemagne, c'est que dans sa constitution, elle ne peut pas s'endetter pour faire du déficit budgétaire. Et donc, l'Allemagne, c'est le bon côté, un ratio de dette sur PIB très faible par rapport à la France, par exemple. Mais en revanche, elle ne peut pas vraiment investir dans ces infrastructures. Et donc, le gros changement du plan allemand qui a été annoncé, c'est qu'ils ont trouvé une façon de faire pour que ce problème d'endettement n'en soit plus un et ils puissent dépenser beaucoup plus. Ils ont décidé que les investissements qui seraient faits dans la défense, qui vont être colossaux, ne compteront pas dans ce calcul de la dette, en fait. Et grâce à cette stratégie, ils annoncent en fait plus ou moins 400-500 milliards de dépenses dans la défense sur les 10 prochaines années. Et en plus de ça, 500 milliards de dépenses sur l'infrastructure. Donc, en fait, ils l'ont dit comme ça, tout ce qui ne marche pas en Allemagne, que ce soit les routes, les réseaux, les écoles, etc. Donc, c'est des dépenses très importantes. On parle au total de plus ou moins 1000 milliards d'euros. C'est 20% du PIB allemand. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant les 10 prochaines années, la croissance allemande sera au-dessus de sa croissance potentielle. Et ça veut dire que ça aura un impact aussi sur l'Europe et la croissance européenne parce que le PIB de l'Allemagne, c'est un quart du PIB européen. Donc, on a mis ce petit chart en bas à droite qui, juste pour illustrer de quoi on parle, c'est le surplus de croissance en Allemagne lié à ce plan-là. Donc, vous voyez qu'on démarre au début autour de 0,5% de PIB en plus, le temps que les investissements vraiment se mettent en place à la fois dans la défense et à la fois dans l'infrastructure. Et puis, au fur et à mesure, le surplus de croissance augmente de telle façon qu'en moyenne, sur la durée, on parle d'un surplus de 1,2% de croissance par an, ce qui est énorme parce que la croissance naturelle de l'Allemagne, c'est plutôt 0,3, 0,4. Et donc là, on fait plus on triple en fait sa croissance naturelle. Donc c'est pour ça que selon nous, ce plan-là, en plus de ce que j'ai dit, est vraiment la raison de la surperformance de l'Europe depuis le début de l'année. Et en parallèle, je dirais juste que les US aussi ont un petit peu souffert. Je voulais mentionner notamment, certains l'ont vu passer, quand il y a eu l'annonce de DeepSeek dans l'intelligence artificielle, qui pour nous a quand même, le message de DeepSeek, c'est de dire j'arrive à faire la même chose que ChatGPT, mais 30 à 40 fois moins cher. Donc du coup, ça pose un problème de rentabilité de ces centaines de milliards d'investissements. Donc jusqu'à maintenant, on voyait l'intelligence artificielle que comme une histoire de croissance. Maintenant, il faut se poser la question de la rentabilité. Ça fait peut-être créer une sorte de plafond de verre un petit peu sur la tech américaine et qui, comme elle est grosse sur les indices, a probablement un petit peu pesé. Donc voilà, la surperformance de l'Europe depuis le début de l'année, c'est une somme de petites choses positives sur l'Europe et peut-être quelques petits grains de sable dans la mécanique ou dans le narratif américain. Excellent, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. Est-ce que Louis-Charles, tu voulais compléter justement sur le contexte? Je partage effectivement dans les grandes lignes ce que disait Laurent avec l'Europe qui était un peu pricée pour le pire et c'est certain et il faut s'en réjouir. D'ailleurs, en tant que Français, en tant qu'Européens, on voit il y a une vraie, on commence à voir une lumière au bout du tunnel. Pour autant, de là à imaginer que tout est rose, on est effectivement, nous, chez JP Morgan Asset Management, assez mesuré. Je dis pas que Laurent disait que tout était rose et tout était parfait, mais c'est vrai que c'est très bien. On salue ce plan de relance de l'Allemagne qui a trouvé un peu le trou de souris d'un point de vue politique pour trouver un consensus pour cette relance budgétaire. Et donc, elle a un ratio, comme le rappelait Laurent, assez faible, dette sur PIB de l'ordre de 65%, là où on est largement au-dessus de 100% dans beaucoup de
pays d'Europe. Et donc ça a soufflé des vents favorables, tu l'as dit, Maxime. On les a vus dans les indicateurs de confiance des consommateurs qui ont plutôt augmenté. Et également le fait de sortir des 3%, des fameux 3%, les dépenses militaires peut être aussi amené les États à dépenser. Néanmoins, il faut le rappeler, finalement, l'Europe n'a que l'argent de ses États membres qui, globalement, à part l'Allemagne, n'en ont pas beaucoup. Et Laurent l'a rappelé, c'est vrai qu'on partait aussi d'écart de valorisation entre l'Europe et les États-Unis, historiquement élevé. Ça s'est un peu tassé depuis. Mais tout ça explique effectivement cet engouement pour les marchés européens et à contrario, par effet miroir, c'est vrai que l'indice de confiance dont je parlais en Europe qui était très bon, il est plutôt assez inquiétant aux États-Unis. Les derniers chiffres sont sortis hier avec des ménages américains et c'est un fait assez rare qui recommencent à épargner. Taux d'épargne qui sont historiquement très faibles aux États-Unis, là où ils sont très forts en Europe, autour de 17% en Europe, plutôt autour de 3% aux États-Unis. Et là, on a un peu l'impression que la cigale devient fourmi ou commence à devenir fourmi aux États-Unis et le ménage américain recommence à épargner. Donc c'est vrai que tout ça crée cet écart entre crainte sur l'économie américaine et vent relativement favorable sur l'économie européenne, et ça se ressent un petit peu dans les marchés, mais on le verra pour nous à moyen long terme. C'est un peu, on sera un peu plus modéré et voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Parfait, merci à tous les deux. Effectivement, d'avoir brossé le contexte de ces derniers mois et plus précisément de ces dernières semaines de côté de l'Atlantique, ce qui est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est étonnant, mais c'est notable, c'est remarquable la vitesse à laquelle justement les différents indices ont évolué de manière contrastée, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Ça a été quand même extrêmement rapide. Ce qui nous intéresse maintenant, une fois qu'on a partagé ces éléments de contexte, c'est qu'on puisse mieux connaître et mieux comprendre en fait les convictions des maisons que vous représentez, que ce soit à court, moyen ou à plus long terme, votre vision et les convictions que vous portez. Laurent, si tu veux commencer. Il y a deux sujets. Il y a l'Europe déjà, et ensuite, quelles seront les convictions à l'intérieur de l'Europe. Bon, sur l'Europe, je pense que, comme je l'ai dit, en début d'année, on pouvait presque fermer les yeux et acheter l'Europe parce que le pessimisme était excessif. Aujourd'hui, l'Europe est toujours intéressante, mais il faut être, et Louis-Charles l'a bien dit, plus mesuré. Et il y a des choses très intéressantes à faire à l'intérieur de l'Europe. Sur l'Europe elle-même, on reste quand même assez positif. Et il y a deux graphes qui sont encourageants que j'ai mis là. Le premier, c'est à gauche, c'est les flux cumulés depuis 3 ans sur les fonds actions européennes et les fonds actions américaines. Et vous voyez que on a fait que décollecter en Europe et que collecter aux États-Unis. Et ça s'est reflété dans les performances boursières. Et vous voyez que toute petite inflexion en bas à droite du graphique, c'est la collecte sur les fonds actions européennes depuis le début de l'année. Donc, on parle d'une quinzaine de milliards, mais vous voyez que c'est l'épaisseur du trait dans ce qui s'est passé depuis 3 ans. Donc, mon point, c'est de dire, si l'Europe confirme les bonnes nouvelles qu'on a pu voir depuis le début de l'année, il y a encore pas mal de matière à ce que les gens reviennent sur l'Europe. Il y a très peu du chemin qui a été fait pour l'instant. Et à droite, c'est un autre graphe que j'aime beaucoup qui montre la performance des marchés européens par rapport au marché américain sur les 50-60 dernières années. Et c'est important parce que souvent, on nous dit, de toute façon, il ne faut pas être en Europe. Les États-Unis surperforment tout le temps. Leur économie est meilleure, donc il faut acheter que des actions américaines. En fait, quand vous voyez le graphe, les petites bandes blanches ou gris très clair sont les périodes où l'Europe surperforme les États-Unis. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs périodes où ça arrive. Et quand ça arrive, ça peut être très substantiel. Et mon point, surtout, c'est qu'en fait, on est à quel point là, c'est que on est dans la dernière période. La grille foncée est très large. Donc, c'est une période de sous-performance massive de l'Europe par rapport aux États-Unis pendant très longtemps. Et le petit cercle orange, c'est juste ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que la surperformance depuis le début de l'année, les 10% de l'Europe et les 2-3% en moins au S&P, c'est juste ce petit cercle orange. Donc, là aussi, il y a beaucoup à faire si jamais l'Europe finalement correspond aux bonnes surprises que ce qu'on a vu depuis le début de l'année.
Donc ça, c'est un point sur l'Europe, un peu plus mesuré qu'en début d'année, mais en relatif aux États-Unis, ça nous paraît toujours assez encourageant. Et une fois qu'on a dit ça, à l'intérieur de l'Europe, comment on se forge des convictions? Donc, ce que j'ai mis là, c'est un petit tableau, parce que nous, en fait, notre métier, c'est de rencontrer beaucoup les entreprises et de se nourrir de leurs messages pour avoir des convictions plus sectorielles. Ce qu'on a mis là, c'est le discours d'entreprise, celles qu'on a rencontrées ces dernières semaines et mois, à la fois sur leurs résultats du 4e trimestre à gauche, où là, vous voyez que dans l'ensemble, les résultats ont été plutôt bons par rapport aux attentes, avec quand même un point d'attention sur la Chine qui se stabilise, mais il y a encore des secteurs qui se plaignent de la Chine, comme vous le voyez, la construction, la technologie. Sur l'année 2025, qu'est-ce que les entreprises attendent? Bon, il y a des choses positives et d'autres moins. C'est-à-dire que sur la partie positive, c'est que l'essentiel des secteurs, vous le voyez, attend un chiffre d'affaires et des marges en progression sur l'année. En revanche, il y a deux secteurs auxquels il faut faire attention, sur lesquels on est très, très peu exposé, c'est les utilities et l'automobile, qui restent des secteurs un peu plombés et qui attendent des chiffres d'affaires et des marges en baisse en 2025 par rapport à 2024. Deux autres messages importants dans ce tableau, je pense. Le premier, c'est quand on demande aux entreprises qu'est-ce qu'elles attendent en Europe, est-ce qu'elles attendent une reprise économique? Et vous voyez que, à part la construction qui voit les premiers effets des baisses de taux, toutes les autres sociétés dans tous les secteurs n'attendent pas de reprise. On n'attend rien en Europe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais il y a une petite reprise économique, ça surprendra à la hausse et beaucoup de ces entreprises devront réviser leurs chiffres à la hausse et ça sera bon pour les marchés. Et le troisième point, qui est un point plus négatif et un vrai point d'attention, c'est la colonne de droite, où là, ce que ça montre, c'est que quand les entreprises ont fait leur budget pour 2025, elles ont une hypothèse, elles ont toujours que la croissance américaine va rester forte. Et ça, elles nous l'ont toutes dit. Et donc, elles nous ont toutes dit, si jamais la croissance américaine ralentit substantiellement, c'est un problème pour mon budget et c'est un problème pour les objectifs que j'ai affichés. Et on a mis en rouge les secteurs sur lesquels il y a un vrai point d'attention parce que cette hypothèse de croissance américaine, si elle est remise en cause, pèsera sur les objectifs. Et puis pour finir, ce qui est important, c'est aussi comment les secteurs vont réagir par rapport aux chocs exogènes qu'on connaît, que ce soit les tarifs, le plan allemand ou l'impact de la paix en Ukraine. Bon, sur le plan allemand et sur la paix en Ukraine, vous voyez que c'est assez binaire. Il y a des secteurs qui en bénéficient vraiment directement, comme la construction par exemple, comme les banques aussi selon nous. Et puis il y en a des secteurs qui en bénéficient pas du tout, voire qui en pâtissent, comme les utilities avec les prix du gaz qui devraient baisser. En revanche, ce qui est très intéressant, je pense, c'est la première colonne, la colonne des tarifs. Et les tarifs, quand on fait le calcul mathématique de l'impact des tarifs en Europe, il n'est pas si élevé. Il est seulement de 3-4% du chiffre d'affaires potentiel qui est vraiment impacté. Mais pourquoi tout est rouge? C'est parce que quand on discute avec les entreprises, elles nous disent toutes, il y a une telle incertitude en ce moment que je ne peux plus décider. Je ne peux plus prendre de décision d'investissement, je ne peux plus embaucher, je suis dans l'expectative, j'attends. Et on a plusieurs exemples d'entreprises qui nous disent, moi, je suis impacté par les tarifs. Idéalement, ce que je dois faire, c'est délocaliser mon usine et en construire une aux États-Unis. Sauf que pour faire ça, ça va me prendre 2 ans, sachant que si ça se trouve, dans 1 an ou dans 6 mois, les règles du jeu auront changé. Et donc, le fait que Trump zigzague tous les jours et qu'il y ait cette incertitude, ça affecte massivement le climat des affaires et ça explique, à mon avis, en partie, le ralentissement et la confiance du consommateur américain. Donc, au total, quand on résume tout ça, et c'est la colonne de droite tout au bout, et ça illustre nos positions dans les fonds actuellement chez BDL. On a des positions importantes sur la construction, avec des dossiers comme Saint-Gobain, comme Vinci ou comme FH, parce que la construction, vous le voyez, est un bénéficiaire direct de la paix en Ukraine et du plan allemand, et ils ont des hypothèses de croissance pour cette année. Ensuite, on a une grosse position encore sur les banques, 13 ou 14% des fonds, parce que les banques, elles aussi, bénéficient directement du plan allemand parce que ça veut dire plus d'endettement et donc plus de prêts et donc un stimulus de la croissance économique. Et puis, on a aussi des convictions dans la partie, ce qu'on appelle staples, donc tout ce qui est consommation courante et résiliente. En revanche, on reste à l'écart plus ou moins de tout ce qui est utility et auto parce que comme je vous l'ai montré, ils ne bénéficient pas vraiment du plan allemand ou de la paix en Ukraine, voire ils en pâtissent. Et 2, leur perspective pour cette année reste très compliqué à la fois en chiffre d'affaires et à la fois en marge. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. Côté JP Morgan Asset Management, est-ce que Louis-Charles, tu peux nous effectivement nous présenter les convictions de la maison de gestion? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à court terme, on accompagne ce vent un peu favorable en Europe
mais plutôt en Europe, il y a des stratégies un peu non directionnelles, encore une fois en bon français long short. L'idée, c'est de séparer un peu pour citer l'évangile, le bon grain de livret, au lieu de délaisser les entreprises qui nous paraissent trop chères ou avec des perspectives de croissance défavorables. On parie sur leur baisse. Donc, ce qui nous permet en fait de ne pas s'exposer au marché, mais donc potentiellement d'avoir donc des stratégies dites non directionnelles. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que voilà, on peut accompagner ces performances en Europe par ce genre de stratégie. Mais c'est vrai qu'à long terme, et d'ailleurs on peut l'observer dans les performances un peu plus long terme ou même moyen terme. Si on regarde sur 10 ans, les performances annualisées des marchés américains, donc le S&P 500, en euros, c'est quasiment 15%, là où en Europe, c'est la moitié, 7,3%. Donc c'est vrai que on a tendance à dire que structurellement, les marchés américains ont plus tendance à performer. Et c'est vrai que là, on parle en plus à des investisseurs français, européens. Il ne faut pas, loin de là, enterrer trop vite les États-Unis, au point même que si certains voient dans ces baisses récentes du marché américain des points d'entrée, et ben, on peut difficilement leur donner tort. Même s'il pourrait y avoir de la volatilité sur 2025, on est toujours convaincu de la nécessité de mettre des actions américaines dans les portefeuilles. Beaucoup attendaient un point d'entrée, hein, on voyait en 2024, enfin vous le voyez sur le tableau là, 2024, 25% de performance, enfin ou même plus en euros, mais pour le marché américain, le S&P 500, la même chose en l'année précédente, en 2023. Là, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il y a un vrai écart. On voit le S&P 500, le marché américain, moins 1,5%, là où les marchés européens sont à 9%. Et ben, on peut voir aussi une opportunité. On attendait un point d'entrée, on attendait un mouvement de respiration sur les marchés américains. Et ben potentiellement, on l'a, même si rentrée de matière lissée sur les marchés américains, en particulier les actions sur l'année 2025, semble être un choix plutôt pertinent, plutôt qu'appuyer directement tout de suite sur le bouton vert pour investir massivement. En gros, globalement, sur les marchés américains, on a eu beaucoup le bâton. Et on attend la carotte qui devrait arriver. La Fed devrait baisser ses taux sans doute deux fois cette année. Bien sûr, les droits de douane risquent d'être inflationnistes, mais peut-être que ce qui définit mieux Donald Trump, c'est son côté sans doute pragmatique. Il a annoncé des baisses d'impôts, elles devraient arriver. La déréglementation également. Et on doit le rappeler, mais les résultats des entreprises, en tout cas pour l'instant, restent relativement bons. Et inversement, la surperformance des actions européennes est plutôt une question de valorisation, donc d'écart de valorisation. On estime qu'en tout cas, les marchés pour l'instant surestiment les perspectives économiques en Europe et sous-estiment les risques liés aux droits de douane, donc en fait liés aux droits de douane américains. Effectivement, les risques géopolitiques en Europe restent élevés. Donc nous, c'est vraiment un message, encore une fois, de pédagogie. N'enterrons pas trop vite les États-Unis, et je pense que je l'ai un peu souligné. Pour répondre à une question, la répartition idéale, je ne sais pas quelle est la répartition idéale pour les marchés américains ou les actions américaines dans les portefeuilles, mais se rappeler que les États-Unis, c'est 25% du PIB mondial, là où l'Europe, c'est autour de 17%, un petit peu comme la Chine. Donc, ça peut être un prisme qu'on peut avoir. On peut aussi se rappeler que les États-Unis, c'est 65% d'un indice Action Monde, tel que le MSCI World, même s'il y a un biais avec une forte concentration sur 7 valeurs, donc les 7 magnifiques. Il faut se rappeler aussi que les 15 plus grandes entreprises mondiales, il y en a une seule, en l'occurrence Saudi Aramco, qui n'est pas américaine. Donc, bien garder en tête ces éléments avant de prendre des choix trop contrariants et d'être trop surpondéré, ce qui peut être notre tendance sur l'Europe. Voilà, donc beaucoup de mauvaises nouvelles sont plutôt dans les cours aux États-Unis. Après, on fera attention à ne pas être trop croissance, garder ce bon équilibre entre les valeurs plutôt dites croissance et les valeurs plutôt value. Là, je vous inviterai à vous rapprocher de vos conseillers chez Grisby pour bien équilibrer ces portefeuilles. Mais voilà, on accompagne donc cet optimisme pro-européen, mais on fait attention au poids dans les portefeuilles des marchés européens, et on va préférer être plutôt vers des stratégies donc non directionnelles. En thématique, donc on apprécie beaucoup, c'est les dividendes, en particulier cette année, qui sera peut-être une année de consolidation, de ralentissement. Les dividendes sont souvent, et on l'a vu notamment en 2022, un bon coussin amortisseur.
En 2024, beaucoup de grandes entreprises ont été très généreuses et plus généreuses que jamais avec leurs actionnaires. Elles ont versé un niveau record de dividendes de 1 750 milliards de dollars en hausse significative par rapport à 2023. C'est un thème qui était très européen, les dividendes, et qui tend à être beaucoup plus global. Même des entreprises de la tech telles que Meta ou Alphabet délivre encore peu de dividendes, mais commence à s'y mettre. En Chine, on a même Alibaba. Donc voilà, c'est une thématique qu'on apprécie particulièrement, qui concerne aussi, on a tendance à dire, c'est beaucoup les financières, et c'est vrai, mais pas seulement. Il y a également la construction, les télécoms ou l'assurance, même si bien sûr les financières, le secteur des financières des banques sont pourvoyeuses pour à peu près la moitié des versements des dividendes. Donc nous, on aime beaucoup cette thématique, on aime beaucoup la thématique de la santé, qui est également facteur d'innovation. On a beaucoup d'innovation dans la tech et c'est très bien, mais c'est plutôt bien valorisé, là où la santé est plutôt un secteur qui est assez défensif et plutôt relatif, pas trop cher. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on apprécie. Les dividendes, enfin les États-Unis, mais attention à pas être trop croissant, à être équilibré entre croissance et value. L'Europe, ne pas être trop directionnelle et prendre des stratégies dites long short, et des thématiques comme les dividendes ou la santé. Merci. Louis-Charles, si on parle de stratégie d'investissement côté BDL, est-ce que Laurent, tu peux nous partager quelques éléments également? Oui, donc nous, on a deux fonds principaux sur les actions européennes. On a ce qu'on appelle BDL Rempart, qui est notre fonds historique, qui a été créé en 2005, qui fait à peu près 1 milliard d'euros, qui est un fonds long short equity, donc dans la stratégie que décrivait Louis-Charles. Et on a un fonds qui s'appelle BDL Conviction, qui est la réplique de BDL Rempart, mais sur la partie longue, donc sur les actions qu'on achète en Europe. Et donc, dans ces deux fonds-là, c'est ce que j'ai expliqué, on a tendance à être surpondéré sur la construction et les banques notamment. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est le fonds BDL Conviction qui est en hausse d'à peu près 16% depuis le début de l'année et qui, sur la période, donc sur ses 17 ans d'existence, fait à peu près 9% d'annualisé. Donc, c'est 2 fois plus que le marché européen. Donc, c'est un fonds qui a bien démarré l'année parce que, justement, dans ce fonds, on essaie d'avoir 2 poches. Une poche qu'on appelle de croissance-résilience et une poche qu'on a appelée méga pour Make Europe Great Again. Donc, c'est vraiment une poche qui est exposée à tout ce que j'ai décrit sur le plan d'infrastructure et d'armement allemand et donc le réarmement de l'Europe en général. Et donc, le fonds, aujourd'hui, il est exposé un peu aux 2 thèmes de manière relativement équilibrée parce que je pense que c'est dangereux d'avoir que de l'infrastructure pour jouer le plan allemand parce que ça a déjà été en partie joué et en même temps, on ne peut pas ne pas en avoir. Donc, on a cet équilibre et dans la partie dans la partie méga Make Europe Great Again, on a notamment les banques que j'ai mentionnées et les sociétés allemandes comme Siemens par exemple ou E.ON dans les utilities. Et dans la partie résilience, on a des sociétés de croissance notamment, mais qui pour des raisons X ou Y ont été délaissées sur les 2-3 dernières années, sont sur des valorisations historiquement basses et donc on peut les acheter aujourd'hui avec des belles espérances de plus-value. Et sur le deuxième fonds, donc BDL Rempart, donc ce fonds-là, c'est un fonds long short equity. Donc sur la partie longue de BDL Rempart, on a exactement les positions que je viens de décrire. Et sur la partie short, récemment, on a notamment ajouté des sociétés qui sont exposées aux consommateurs américains, parce que Louis-Charles en a parlé. Toutes les données montrent que le consommateur américain semble ralentir. Je voulais montrer dans les communications. Attends, excuse-moi Laurent, je t'interromps une seconde, juste parce que je suis pas sûr que ça soit extrêmement clair pour tout le monde quand on parle de long short. Est-ce que tu peux expliciter en quelques instants? Oui, tu as raison. Alors le long short equity, c'est comme un fonds action. Donc vous montez et vous baissez le fonds action si la bourse monte ou baisse, mais vous avez un moteur supplémentaire de performance qui est la partie short, d'où le long short. Et le short, en fait, vous allez gagner de l'argent quand les cours de bourse baissent. Vous allez emprunter un titre, le vendre à 100 euros, mettons. Et si le cours baisse à 70 euros, vous le rachetez, vous allez gagner 30 euros. Une image qu'on donne souvent, c'est la suivante pour bien expliquer cette partie-là. C'est de dire, Maxime et moi, par exemple, on se connaît bien. J'ai une voiture, je pars à l'étranger pour 1 ou 2 ans. Je suis embêté, je sais pas quoi faire de ma voiture. Et Maxime me dit, c'est pas grave, prête-la moi si tu veux, je m'en occupe et quand tu reviens, je te la rendrai. Donc, on fait ça, ça m'arrange. Et puis, finalement, je pars et le lendemain, Maxime se rend compte qu'il n'a pas besoin de ma voiture.
Et donc, il décide de la vendre. Il va sur la centrale, il la vend, on va dire 20 000 euros, par exemple. Donc, il a 20 000 euros sur son compte en banque. Et puis, 2 ans plus tard, effectivement, je reviens. Donc, il faut quand même qu'il me rende ma voiture. Donc, il retourne sur la centrale. Et là, il voit une voiture à peu près similaire, mais qui a vieilli depuis. Et donc, il la rachète pour 10 000 euros et il me la rend. Donc, moi, j'ai récupéré ma voiture. Mais Maxime, lui, il a gagné 10 000 euros dans l'affaire puisqu'il l'a d'abord vendu à 20 000 et il l'a racheté à 10 000. Bon, ben, nous, le short, c'est exactement ça, sauf que au lieu d'emprunter une voiture, on emprunte un titre, on le vend et s'il baisse, on empoche la différence. Donc, c'est très important le short puisque ça permet de, quand le marché baisse fortement, de gagner de l'argent aussi quand il baisse, pas que quand il monte et donc d'amortir ces grands chocs. Par exemple, si vous voyez en 2022, là, vous voyez que l'indice, donc le marché européen, il a fait moins 13. Et cette année-là, le fonds a fait plus 15, notamment parce que la partie short, donc le deuxième moteur, a très bien fonctionné. Donc, c'est ça un peu le long short equity. Et donc, ce que je disais, c'est que sur la partie short, on a notamment rajouté récemment des sociétés qui sont exposées aux consommateurs américains, puisque les données montrent que le consommateur ralentit a priori. Et je vous ai montré que les sociétés avaient fait comme hypothèse que non, la consommation américaine allait rester forte. Donc, si ce n'est pas le cas, ça va décevoir et donc les cours de bourse vont baisser. Et donc, on va gagner de l'argent parce qu'on les avait vendus à des prix plus élevés. Merci. Laurent, Louis-Charles, est-ce que tu veux rajouter un mot sur la partie stratégie d'investissement côté JP Morgan Asset Management? Oui, tout à fait. Nous, on a donc beaucoup de stratégies, celles qui nous paraissent les plus pertinentes, à commencer peut-être par le fonds à dividendes, donc s'appelle Global Dividende, qui va chercher à donc investir sur des entreprises, soit qui délivrent déjà un dividende significatif, soit des entreprises dont on pense que le dividende va augmenter dans le temps. Et ça, c'est en fait une stratégie qui nous permet de ne pas avoir uniquement des valeurs très défensives au sein du portefeuille. Comme je le disais tout à l'heure, on aime bien être assez équilibré chez JP Morgan et orienter nos investisseurs ni sur des stratégies trop value, ni de stratégies trop croissance. Et là, on dit on est vraiment équilibré avec ce genre de stratégie. Donc, ils sont des actions monde à dividendes. Et le fonds a réussi à capter historiquement quasiment un peu plus de 95% de la hausse et ne s'exposer qu'à 78% de la baisse. Et on peut le voir, une année de fort ralentissement tel que 2022, le fonds a plutôt très bien tenu dans sa performance. Donc ça, c'est pour s'exposer aux actions internationales avec un léger biais défensif, donc un fonds à dividendes. Le deuxième fonds, et donc je vous ai beaucoup parlé des États-Unis. Nous, on a des stratégies qui sont très fortes sur les marchés américains. Ce qui nous donne un supplément d'âme chez JP Morgan Asset Management, c'est vraiment peut-être notre banque Chase qui est aux États-Unis. On n'a pas de réseau bancaire en Europe, on a un énorme réseau bancaire aux États-Unis, ce qui permet à nos analystes d'avoir énormément de données qui sont en bonté du consommateur américain. Et je l'ai cité, Laurent l'a dit aussi, la consommation, c'est vraiment le nerf de la guerre aux États-Unis. Et donc, on a des données de crédit, de carte bleue, d'assurance remontées effectivement par ce réseau bancaire. Et dans le fonds America Equity, l'équipe de gestion gère 40 lignes, 20 lignes croissance, 20 lignes value, avec en permanence la nécessité d'être exposé à ces deux styles, le style value, le style croissance. On peut se départir un peu de l'ordre de 10% en surpondérant un style ou un autre, mais en fait, on a réussi historiquement à faire plutôt mieux que le S&P 500, alors qu'on a une coloration beaucoup moins croissance. On est moins exposé à la tech que le S&P 500. Et pour autant, on a des performances qui sont tout à fait pertinentes. Donc, si vous cherchez effectivement un bon fonds équilibré sur les actions américaines, America Equity peut vous permettre de s'exposer à différents thèmes et pas uniquement, par exemple, au thème des technologies qui sont sans doute très bien et porteuses de valeur, mais il y a sans doute d'autres secteurs qui méritent votre intérêt. Et notre stratégie en Europe, elle est assez proche, mais plutôt complémentaire de celle de nos camarades de BDL, toujours avec cette stratégie long short que Laurent a très bien expliqué avec cette histoire de voiture. Nous, on a 450 lignes au sein du portefeuille du fonds qui s'appelle Europe Equity Absolute Alpha. Là, vous vous dites peut-être, mais c'est très gentil, mais comment un gérant peut-il gérer 450 lignes? Et ben, en s'appuyant sur des équipes d'analystes qui sont très nombreuses, qui sont des analystes de carrière et qui connaissent bien leur métier et depuis longtemps. Et l'équipe de gestion a su dégager de l'alpha, de la performance sur le long terme, en s'exposant
à certaines valeurs qui nous semblaient porteuses et d'autres, au contraire, qu'on a préféré shorter via cette haute poche du portefeuille. Donc 3 fonds ont notre préconisation: Global Dividende, America Equity et Europe Equity Absolute Alpha, mais donc des fonds que toutes les équipes de Grisby connaissent bien et pratiquent depuis longtemps. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments de présentation. C'était très riche, très instructif. On a parlé d'un match au début entre l'Europe et les États-Unis. Évidemment, c'est pas si simple que ça, mais c'était vraiment très éclairant. Ce qu'on peut retenir aussi, je pense que c'est les incertitudes qu'on a vécues ces dernières semaines. Elles vont probablement se poursuivre. Ce qui nous intéresse notamment dans vos deux maisons de gestion, c'est ce que vous avez présenté tous les deux. C'est des fonds long short, hein, ce qui permet d'avoir une très très forte flexibilité par rapport à l'Europe dans son intégralité. Donc vous êtes tous les deux de fins connaisseurs, avec une granularité différente et un nombre de lignes différentes dans vos fonds. Donc ce que tu disais également, Louis-Charles, il y a une vraie complémentarité dans vos propositions de valeur, mais voilà, très 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 qualitative l'un et l'autre. Merci pour ces explications. Est-ce que vous auriez peut-être l'un ou l'autre, je ne sais pas, vous avez également répondu à la plupart des questions qui nous ont été posées, donc merci également pour cela. Est-ce qu'en synthèse, on peut dire quelques éléments sur le match Europe-US? Je sais pas si l'un ou l'autre veut s'y lancer. C'était pas forcément prévu, mais pour répondre de manière un peu concise à la thématique du webinaire de ce jour. Bon, je veux bien tenter ma chance. Ah oui, c'est pas simple. Hein. Il n'y a pas tellement de matchs, effectivement, tu l'as dit, mais bien garder en tête que nous, en tant qu'Européens, c'est bien normal de privilégier les entreprises françaises ou les entreprises américaines. On connaît bien mieux le CAC 40 que les entreprises américaines, et c'est tout à fait normal. Hein. Les Américains font la même chose, ils investissent plutôt sur le marché. Néanmoins, gardez en tête que la France, dans les grands indices mondiaux, c'est plutôt autour de 3%, là où les États-Unis, c'est plutôt autour de 65%. C'est peut-être pas très juste, mais voilà, c'est comme ça. Ça reflète aussi cet écart dont on a pu parler entre l'Europe et les États-Unis. Donc, bien garder en tête que si on a peut-être autant d'actions européennes que d'actions américaines dans les portefeuilles, et ben c'est une vraie surpondération des actions européennes et une sous-pondération des actions américaines. Donc après, ça peut être un choix de gestion. Ou pareil, si on a 20% d'actions françaises ou 30% dans ses portefeuilles financiers, c'est très bien. Mais c'est une vraie conviction pour les actions françaises. Et si on regarde de manière très très pragmatique, c'est sans doute beaucoup trop. Voilà, mais après il n'y a pas de match. Hein. C'est très bien de soutenir la croissance française et européenne. Hein. Je ne veux pas dire ce que j'ai pas dit. Merci Louis-Charles. Un mot, Laurent, ou pas pour conclure? Je pense qu'il y a deux choses. Sur le long terme, la croissance naturelle américaine, elle est clairement supérieure à la croissance européenne pour des raisons d'immigration notamment et de productivité. Et donc ça va dans le sens de la performance boursière des marchés américains. Une fois que j'ai dit ça, il y a deux éléments, je pense, à prendre en compte. Historiquement, quand vous achetez le S&P 500 sur les prix actuels, c'est-à-dire Louis-Charles a montré 22 fois les bénéfices, sur les 10 années qui suivent, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc il y a un vrai sujet de point de départ sur la valorisation des indices américains aujourd'hui. Et la deuxième chose, et là c'est plus tactique, je pense qu'à court terme, et ça a été un peu l'objet de mes propos pendant ce webinaire, la proposition de l'Europe par rapport aux États-Unis reste toujours intéressante, à la fois sur la dynamique qu'on voit du plan allemand, etc., et à la fois toujours sur cet écart de valo. Il restera toujours un écart de valorisation pour les raisons que j'ai données entre l'Europe et les États-Unis, mais il a encore matière à se résorber un petit peu, et de la même manière, les flux ont matière à revenir un peu sur l'Europe, comme je vous l'ai montré avec certains graphes. Super intéressant, merci Laurent. On a une question notamment sur l'allocation d'actifs au sein d'un contrat d'assurance vie. On ne peut pas répondre pour effectivement l'ensemble des investisseurs, c'est au cas par cas. Nos conseillers sont là pour vous accompagner justement, pour vous apporter ce conseil personnalisé. Ça dépend du profil d'investisseur, ça dépend des projets, des besoins, de la situation globale aussi. Donc on est là pour vous accompagner justement pour aller un cran plus loin à vos côtés dans vos réflexions en matière d'optimisation patrimoniale, dans vos réflexions en matière d'allocation globale de votre épargne et de vos contrats, quels qu'ils soient. Donc vraiment comptez sur nous, sur l'ensemble de l'équipe de conseillers de Grisby pour vous accompagner. Une nouvelle fois, un grand merci à Louis-Charles et Laurent, c'était très intéressant et très instructif. N'hésitez pas à le communiquer à certains de vos proches qui pourraient être intéressés par la thématique que nous avons adressée aujourd'hui. On reste bien sûr, toute l'équipe Grisby et moi-même, à vos côtés pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et je vous dis à très bientôt.